faut quand même voir qu'on travaille toujours, enfin, on analyse toujours les chiffres en fonction du nombre de maisons, mais si on analyse les choses en fonction des chiffres d'affaires, les marchés sont beaucoup plus décalés. Tout ça pour une raison très simple, c'est que les maisons de luxe, la moyenne du prix des maisons de luxe l'année dernière a été de 274 000 €. Et on a une croissance très très considérable du prix de la maison de luxe en France. On revient sur la problématique classique, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. On le voit très clairement là-dessus, très très clairement. Je vais changer. Voilà. Ce tableau vous présente l'accession, alors stratifiée, en fonction de l'âge des ménages. Et on se rend compte d'une chose qui est évidente, la zone d'âge en accession, c'est vraiment 25-39 ans. Ça nous fait plus de la moitié de l'accession. Après, au-dessus, quand on passe dans les zones 40, etc., on descend très très rapidement. Alors sur l'année dernière, en liaison avec cette montée en puissance des maisons de luxe, on a une remontée des 60 ans et plus. C'est-à-dire, on va voir que c'est une remontée également de la secondo-accession. Voilà. Là, sur ce tableau, j'ai croisé le type de maison et les revenus mensuels moyens nets des ménages, tout compris, prestations sociales comprises. On va de moins de 1 600 € par mois à 3 700 et plus. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a 10% des accédants à la maison individuelle qui, en réalité, ont des revenus inférieurs à 1 600 € net par mois. Alors on peut se demander pourquoi, parce que si on fait tous les calculs, on a des banquiers ici pour nous aider, normalement, en dessous de 1 700 €, 1 700, 1 800 €, on ne peut pas accéder. Et quand vous regardez les plans de financement de ces personnes qui, normalement, sont insolvables, mais qui représentent quand même 10% en nombre du marché, vous avez énormément d'aides financières familiales. Et oui, qui ne passent pas qui sont hors plan de financement de l'individu lui-même. La grosse masse des accédants, on les retrouve c'est très populaire, entre 1 600 € et 3 700 € par mois, à 85% avec 2 salaires, plus les prestations sociales. Je ne sais pas si vous imaginez, on est sur du salaire vraiment basique en accession. Voilà. Et on voit que lorsque l'on dépasse les 3 700 €, quand on va vers des catégories qui ont plus d'argent, on a un taux d'accession à la maison individuelle qui descend extrêmement rapidement. Voilà. Ce tableau, simplement pour vous montrer à quel point on est ciblé en primo-accédant sur le low cost, c'est-à-dire sur la maison à moins de 110 000 €, en moyenne à 90 000 €, 74% des primo-accédants. Par opposition, sur les secondo-accédants, on est à 63% dans de la maison de luxe, dans de la maison de plus de 200 000 €. On a vraiment deux marchés, deux catégories d'acheteurs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Cette année, j'ai repris les chiffres 2011, la secondo-accession représentait 39% du marché. On a une remontée très brutale de la secondo-accession. De la secondo-accession l'année dernière, enfin, sur les années 2008 à 2010, on était entre 25 et 30% de secondo-accession à tout casser. Donc on voit bien qu'on a une reprise du marché sur la secondo-accession qui soutient le marché actuellement dans cette période de crise, alors que dans la première crise, la crise de 2008, c'est la primo-accession très populaire qui avait soutenu notre marché. Voilà.
Alors, là, je reviens sur une donnée que Dominique Dupéret a déjà bien développée. Lorsque l'on distingue les différentes zones françaises, alors là, on n'a pas repris zone A, B, C, etc. On a les zones INSEE en commune urbaine centrale, commune urbaine périphérique, rurale périurbaine, ce qu'on appelle le rurbain, et commune rurale. On s'aperçoit de quoi? Eh bien que 74% des maisons sont réalisées sur des zones rurales. Et l'explication, on l'a tout de suite, j'ai mis une flèche. En zone urbaine, périurbaine, on est en gros à 90 000 € en moyenne de terrain. Quand on est en zone rurale, en moyenne, on a 57 000 € de terrain. La différence, ben, c'est la solvabilisation des ménages. Okay. Voilà. J'avais refait un slide supplémentaire pour essayer de tordre le cou à une idée qui est très souvent évoquée par les journalistes et par les politiques de tous bords. Celle de la maison individuelle qui, en fait, est un gâchis permanent d'énergie et qui participe pour beaucoup à la problématique du CO2. Pourquoi? À cause de cette localisation très majoritaire sur des zones rurales et qui implique une dépendance énorme à l'automobile. J'ai repris tout simplement une étude de l'INSEE, qui n'est pas vieille, qui date de 2010, et où on a une analyse très très précise de l'émanation du CO2 par les ménages français, enfin par les individus français, à raison de leur déplacement, en distinguant à chaque fois déplacements de semaine, quotidien, et des déplacements de week-end. Et on constate qu'en moyenne, en émanation de CO2, le Français moyen émet pour ses déplacements 2 tonnes de CO2 par an, par individu. Et quand on prend les habitants des zones rurales, tout compris, on est à 1 tonne 927. C'est assez surprenant. Faut voir que l'essentiel de la différence entre des Français qui émettent beaucoup de CO2 et ceux qui émettent peu de CO2, finalement, on a une corrélation évidente entre le revenu des ménages et le CO2 émis. Ces ménages des zones rurales, y compris ce qu'on appelle les nouveaux urbains, finalement, qui se déplacent beaucoup, finalement. Sur les en gros 2000 kilos de CO2 vont en émettre à peu près 1300 dans leur déplacement quotidien. Mais dans leur déplacement de week-end ou de vacances, ils vont en émettre très peu. Alors que, je prends l'exemple inverse, c'est celui du Parisien, du bobo parisien, qui se balade en vélo toute la semaine et qui, globalement, dans ses déplacements quotidiens, va émettre en gros 600 kilos au lieu de... Mais comme il se déplace 1 fois, 2 fois, 3 fois par an à l'autre bout de la Terre en avion, finalement, ces 3 ou 4 déplacements, ou ces 2 ou 3 déplacements de vacances correspondent à beaucoup plus de CO2 que ce que peuvent émettre les ménages qui sont partis en maison individuelle dans des zones rurales. Voilà. Bon, vivre en maison individuelle, c'est être en vacances toute l'année, quoi. C'est moins prendre de vacances pour diverses raisons. Mais ce n'est pas émettre plus de CO2 que la moyenne, enfin que le français moyen. Donc, je pense que là, il faut tordre le cou à cette idée parce que, en permanence, à chaque fois qu'on parle de maison individuelle, on parle de gâchis de CO2. À chaque fois. Voilà. J'ai une seconde. Rapidement, s'il vous plaît. Par rapport à ce que Dominique Dupéret a dit. On vous incite à faire vite, vous voyez. Sur la construction en zone rurale, la construction en zone urbaine, etc.
une chose qui est évidente, c'est qu'actuellement, on est en voie de désurbanisation réelle. Vous reprenez les chiffres de l'INSEE et vous constatez que dans les zones urbaines, le delta logement annuel est inférieur à la proportion de la population en zone urbaine. La population en zone urbaine de mémoire, c'est 56%, un truc comme ça. Les nouveaux logements, c'est 47%. À l'inverse, pour toutes les zones rurales. Donc, en réalité, on est sur un système de désurbanisation qui, en grande partie, est lié à la maison individuelle, mais qui n'est pas lié qu'à la maison individuelle. Bon, c'est... Voilà. Merci, M. Caron.